Cette vidéo va parler des incidents du golfe du Tonkin, qui est le début de la guerre du Vietnam. Penseur sauvage a dit par erreur dans une de ses vidéos. Par contre, pour le faux drapeau, on a bien des raisons légitimes de penser que ça arrive, parce que c'est déjà arrivé. Un bon exemple en la matière, c'est l'accident de Tonkin, une attaque perpétrée dans le golfe de Tonkin en 1964 qui a été imputée à l'époque au gouvernement vietnamien. Cet événement avait été fortement médiatisé et avait prétexté l'adoption par le Sénat américain, à la quasi-unanimité, une résolution donnant les pleins pouvoirs au président Johnson pour déclarer la guerre, pouvoir qu'il mit en œuvre presque aussitôt en engageant les États-Unis dans la guerre du Vietnam. En 2005, des documents déclassifiés de la NSA relayés entre autres par le New York Times révéleront que l'incident avait été en réalité instrumentalisé pour permettre une intervention militaire dans le conflit indo-chinois. On a appris notamment que le texte de résolution qui avait été rédigé par l'administration Johnson l'avait été plusieurs mois avant les faits. C'est donc bel et bien une manipulation orchestrée par des services secrets en vue de poursuivre un objectif géostratégique, un mensonge d'État responsable de près de 3 millions de morts. Mais c'est en fait bien pire que cela. Comme l'indique le rapport au titre bizarre, Skanks, Bogies, Silent Hoods, on the Flying Fish, The Gulf of Tonkin Mystery, 2-4 August 1964. C'est-à-dire Moufette, Boogie, Chien silencieux et les poissons volants, le mystère du golfe du Tonkin, 2-4 août 1964, qui est le titre d'un document de Robert G. Hancock, un historien de la NSA, National Security Agency, et qui aurait dû être déclassifié au printemps 2001, mais qui, pour éviter la comparaison avec les événements de la guerre du Golfe de 2003, avec George W. Bush et la fameuse petite fiole à l'ONU de Colin Powell, sa déclassification a été reculée jusqu'en novembre 2005. De ce document de 55 pages, j'en ai traduit les 4 principales. Page 1. Moufette, Boogie, Chien silencieux et les poissons volants, le mystère du golfe du Tonkin, 2 au 4 août 1964, de Robert G. Hancock. Les incidents du golfe du Tonkin, du 2 au 4 août 1964, sont venus peser sur l'engagement américain ultérieur en Indochine. Les incidents, principalement le second du 4 août, a conduit à l'approbation de la résolution du golfe du Tonkin par le Congrès des USA, lequel laissa le président Johnson la charte de carte blanche qu'il a recherchée pour les futures interventions en Asie du Sud-Est. À partir de ce point, la politique et les programmes américains seront dominés par le cours de la guerre d'Indochine. Au plus haut de l'intervention américaine, plus d'un demi-million de soldats US, marins, aviateurs et marines y seront stationnés. La guerre traversera les frontières au Cambodge et escaladera au Laos. La Thaïlande assumera une plus grande importance comme une base pour supporter l'effort militaire, spécialement pour la guerre aérienne, mais aussi pour les buts du SIGINT, abréviation de Signals Intelligence, c'est-à-dire l'espionnage grâce aux communications radio et satellites, dont on parlera souvent dans ce document, pour intercepter et trouver la direction. En ce temps-là, les incidents du golfe du Tonkin d'août n'étaient pas tout à fait si controversés. Selon l'administration Johnson, l'issue des attaques était joliment coupée et sèche. Comme l'expliquait l'administration, nos vaisseaux étaient dans les eaux internationales, quelque part de 500 à 80 miles des côtes de la République démocratique du Vietnam, c'est-à-dire du Nord-Vietnam, par des calculs, durant l'alléguée seconde attaque, et furent attaqués 2 fois, alors même qu'ils étaient innocents du moindre geste belliciste dirigé vers le Nord-Vietnam. Le secrétaire de la Défense, Robert McNamara, a assuré au Sénat qu'il n'y avait aucune connexion entre ce qu'a fait la US Navy et la moindre opération agressive par le Sud-Vietnam. Washington clama que les États-Unis étaient en légitime défense et pour garantir la liberté de navigation en haute mer. Cependant, dans le gouvernement, les événements du 4 août n'ont jamais été clairs. De même que la dernière fusée a fait long feu dans les eaux sombres de la mer de Chine méridionale en cette nuit d'août. Il y a des narrations et des interprétations conflictuelles sur ce qui est arrivé. James Stockdale, puis un pilote de la Navy sur place, qui avait le meilleur siège à la maison pour détecter les bateaux, n'a rien vu. Aucun bateau. Il écrira plus tard, aucun bateau ne s'éveille,
pas de ricochet sur les bateaux, pas d'impact de bateau, aucune torpille ne s'éveille, rien sauf la mer Noire et les forces de feu américaines. Le commandant de la force d'intervention du Maddox, le capitaine John G. Herrick, n'était pas entièrement certain de ce qui a transpiré. Le capitaine Herrick était réellement le commandant de la division destroyer auquel appartenait le Maddox. Pour cette mission, il était à bord comme le commandant sur place. Des heures après l'incident, il a contacté par radio le commandant en chef pour le Pacifique, Kinapak, leur disant qu'il doutait de beaucoup d'aspects de l'attaque. Il faudra des années avant que des preuves comme quoi une attaque n'a pas eu lieu émergent finalement dans le domaine public, et même alors plutôt à contre-cœur. Et remarquablement, certains des participants majeurs des événements maintiennent encore que l'incident du golfe du Tonkin est cité juste comme il a été originellement rapporté. Le secrétaire de la Défense Robert McNamara, dans ses mémoires In Retrospect, considéra la preuve globale d'une attaque toujours convaincante. L'histoire navale US du conflit du Vietnam, écrit par Edward G. Marolda et Oscar P. Fitzgerald, ci-dessous référé comme Histoire de Marolda Fitzgerald, rapporte que les preuves de la seconde attaque, spécialement du renseignement, incluant une petite quantité de SIGINT, étaient considérées conclusives. Voici à présent la traduction de la page 16, qui concerne les événements de la journée du 2 août 1964. À environ 14 heures, heure du golfe du Tonkin, le radar du Maddox détecta l'approche venant du sud-est de 3 torpilleurs P4. Averti par le SIGINT, le renseignement radio, des intentions des Vietnamiens d'attaquer, alors au sud-est, et augmenta sa vitesse de 11 à 35 nœuds. Les bateaux nord-vietnamiens initialement peuvent avoir manqué le tour au sud-est du Maddox. Ils ont probablement été visuellement traquant le vaisseau américain. Il n'y a aucune preuve venant du SIGINT, renseignement radio, que leur radar Skinhead était actif, bien que les Vietnamiens clament que les bateaux s'en servaient. Les images de l'action apparaissent montrer les mâts radars encore debout et non abaissés dans une position de combat. Avec le temps, les Vietnamiens ont réagi au changement de cours du Maddox. Ils se sont retrouvés eux-mêmes dans une position d'attaque défavorable. Ils chassèrent le Maddox de son tribord arrière, qui est du nord-ouest, ce qui veut dire que ça prendrait du temps, même à près de 30 nœuds d'avantage de vitesse, pour obtenir une position de tir opérationnelle pour leurs torpilles. Peut-être plus de 30 minutes avant qu'ils puissent exécuter un tour pour une attaque. À 14h30, le commandant Ogier ordonna que le Maddox aille au quartier général. Vers 14h40, heure du golfe du Tonkin, c'est-à-dire 7h40, heure du méridien de Greenwich, le Maddox envoya un message de haute priorité à différents centres de commandement dans le Pacifique qu'il était approché par un vaisseau à haute vitesse avec l'intention d'attaquer avec des torpilles. Herrick annonça qu'il ferait feu si nécessaire en légitime défense. Il est aussi requis une couverture aérienne du transporteur Ticonderoga qui était à 280 miles au sud-est. 4 croiseurs F-8E du transporteur, déjà en altitude, étaient envoyés au Maddox. Le destroyer Turner Joy DD-951 était ordonné de faire plus vite vers le Maddox. Pour les prochaines 30 minutes, la chasse continue. Les bateaux vietnamiens resserrent inexorablement l'écart entre eux-mêmes et le destroyer. À 15 heures, le capitaine Herrick ordonna à l'équipage armé d'Ogier d'ouvrir le feu si les bateaux approchaient dans les 10 milliards, c'est-à-dire 9 km. Vers 15h05, le Maddox fit feu 3 fois pour mettre en garde les bateaux communistes. Cette action initiale ne fut jamais rapportée par l'administration Johnson qui insista que ce sont les bateaux vietnamiens qui firent feu les premiers. Voici à présent la traduction de la page 24 sur la journée du 4 août 1964. Le directeur du canon principal du Maddox a maintenu que le navire n'a jamais été capable d'acquérir aucune cible durant la bataille. Il se figura qu'il avait tiré trop haut à cause de la forte houle due à la tempête. Ironiquement, durant toutes les actions suivantes, le Maddox ne tira jamais plus.
son radar n'acquit jamais une autre cible après la première détection initiale 2 heures plus tôt. Les retours de sonar de l'attaque de torpille supposée fut plus tard déterminé être le résultat de manœuvres très rapides par les deux navires US. Comme nous l'avons déjà vu ci-dessus, la première preuve d'un lancement de torpilles par les bateaux ennemis est venue par radar. Quand une des traces radar fit demi-tour vers le sud en venant de l'ouest, cela fut interprété par les Américains comme un lancer de torpilles. Le sonar des deux destroyers fut alors alerté d'une possible attaque de torpilles. 4 hommes d'équipage à bord du Turner Joy pensèrent qu'ils avaient vu une traînée blanche dans l'eau comme le navire tourna. Les deux vaisseaux sont alors partis dans des manœuvres sauvages et évasives pour éviter les torpilles qu'ils pensaient avoir été lancées contre eux. C'était cette giration à haute vitesse par les navires de guerre américains à travers les eaux qui créèrent tous les rapports de sonar additionnels de plus de torpilles. Chaque fois que les destroyers changèrent de course, le sonar rapporta les sons distinctifs à haute vitesse de torpilles. Finalement, Herrick et les autres officiers réalisèrent ce qui s'était arrivé. Les gouvernails des deux navires ont causé des retours à haute vitesse quand ils reflétèrent les turbulences des hélices de leur propre navire. Dans l'heure suivant la fin de l'attaque, Herrick relaya ses doutes à propos de l'attaque par un rapport d'après-action. Après avoir revu le nombre de contacts et de naufrages possibles, il déclara « L'entière action laisse beaucoup de doutes, excepté une embuscade tentée au commencement, c'est-à-dire le 2 août. » Herrick ensuite suggéra au matin que soit faite une reconnaissance aérienne approfondie de la zone pour des débris d'épave. Dans un message suivant, Herrick ajouta que le Maddox n'a jamais positivement identifié un bateau comme tel. Les doutes de Herrick n'ont pas eu de prise à Washington. Depuis la première alarme critique de l'attaque, qui est arrivée à 7h40 heure de la côte Est, Washington a suivi l'action du golfe du Tonkin. À 9h25 heure de la côte Est, le secrétaire à la Défense, McNamara, a appelé le président Johnson avec la nouvelle d'une attaque imminente. À 10h heure de la côte Est, le message prioritaire des destroyers qu'ils avaient été sous une attaque atteignit le Pentagone. Dans les 3 heures après la fin de l'attaque, à 14h, heure de la côte Est, le président Johnson était prêt à approuver une frappe de représailles contre des bases navales du Nord-Vietnam, à être effectuée à 19h, heure de la côte Est, le 4 août, c'est-à-dire à 7h du matin, heure du golfe du Tonkin, le 5 août. Pourquoi précisément le président Johnson ordonna une frappe de représailles si rapidement n'est pas totalement clair, spécialement quand il y a des preuves conflictuelles quant à savoir si cela s'est réellement passé. Johnson était au milieu d'une campagne présidentielle et son opposant, le sénateur républicain Barry Goldwater de l'Arizona, un faucon connu, aurait gagné dans la course électorale si Johnson avait hésité ou refusé à répliquer. Johnson, même s'il paraissait comme un modéré par rapport à Goldwater, pouvait difficilement paraître faible devant une opinion publique demandant une contre-attaque. Il a aussi été suggéré que quand Johnson a pris d'abord une possible attaque, c'est la première critique venue par Phu Bai, une base aérienne à Hue, ville au nord de la République du Sud-Vietnam. Il décida d'utiliser l'alarme comme une excuse pour avoir l'accord du Congrès pour ce qui serait bientôt connu comme la résolution du golfe du Tonkin. Quelles que soient les raisons du président pour ordonner une frappe aérienne, il requit immédiatement des vérifications d'une attaque du Nord-Vietnam, parce que les doutes commencèrent à être ouvertement exprimés dans l'administration. Vers 14h, heure de la côte Est, l'amiral Ulysses S. Sharp, Think Pac Flight, appela le Pentagone avec les nouvelles que une revue de l'action faite par plusieurs contacts rapporte que des torpilles tirées apparaît douteux à cause d'une météo capricieuse d'opérateurs de sonar trop zélés et l'absence d'observation visuelle. McNamara appela Sharp, qui ajouta qu'il y avait un petit doute juste sur ce qui était exactement arrivé. Des messages bourdonnèrent d'avant en arrière entre Washington et le Pacifique, demandant des informations et puis donnant de contradictoires preuves de l'attaque. La mission d'Esoto rapporte que
excepté pour la possible première attaque de torpilles rapportée à 21h59 heure du golfe du Tonkin, c'est-à-dire 14h59 heure du méridien de Greenwich, toutes les autres furent causées par les réflexions des vis des deux destroyers. Au même moment, Herrick rapporta que la couverture aérienne venant des deux transporteurs était incapable de localiser les cibles à cause du mauvais temps. Ensuite, le transporteur Ticonderoga transmit sa propre évaluation dans laquelle les pilotes ont rapporté aucune observation visuelle d'aucun vaisseau et de sillage autre que le Turner Joy et le Maddox. Sillage venant du Turner Joy et du Maddox visible à 2 à 3 milliards, c'est-à-dire 2-3 km. Les équipes venant des deux destroyers ont rapporté n'avoir rien vu de certain. Un marin pensa qu'il avait vu des flashs de coups de feu, mais il n'est pas sûr. Puis, comme un classique Deus Ex Machina, vint alors un second rapport de SIGINT, d'espionnage radio, qui sembla confirmer le cas d'une attaque. Ce rapport était la traduction issue de la NSA du 4 août à 19h33, heure de Greenwich, 14h33, heure de la côte Est à Washington, et sur laquelle ont sauté les fonctionnaires de l'administration, spécialement le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, comme une preuve directe de l'attaque. Cette traduction apparaît être une sorte de rapport d'appréhension nord-vietnamien. Une autorité navale nord-vietnamienne, non identifiée, a été interceptée, rapportant que la République démocratique du Vietnam, c'est-à-dire le Nord-Vietnam, a abattu 2 avions dans une bataille aérienne, et que nous avons sacrifié 2 bateaux et que tout le reste est ok. Il est aussi ajouté que le bateau ennemi peut aussi avoir été endommagé. À 16h40, heure de la côte Est, l'amiral Sharp appela encore McNamara avec plus d'informations sur l'attaque. Juste avant 17h, heure de la côte Est, à 16h40, heure de la côte Est, l'amiral Sharp appela encore McNamara avec plus d'informations sur l'attaque. Juste avant 17h, heure de la côte Est, McNamara et le JSC, le comité des chefs d'état-major interarmés des USA, se rencontrèrent pour évaluer les preuves de l'attaque. Ils ont conclu que cela s'était produit et que 5 facteurs étaient critiques. Premièrement, le Turner Joy fut illuminé par un projecteur quand il fut tiré dessus par des armes automatiques. Deuxièmement, un des destroyers envoya des lumières du pont du cockpit d'un des bateaux de patrouille nord-vietnamiens. Troisièmement, APGM 142 a tiré sur 2 avions US du Comint. Quatrièmement, une annonce nord-vietnamienne que 2 de ces bateaux furent sacrifiés du Comint. Cinquièmement, la détermination de l'amiral Sharp qu'il y a eu en fait une attaque. Des 5 pièces à conviction, 2 étaient du même produit de la NSA, issues de cet après-midi-là, heure de la côte Est. Si les 2 pièces à conviction visuelles, les rapports d'un projecteur et de lumière du cockpit, furent controversés, le SIGINT, l'espionnage radio, était, dans l'esprit du secrétaire de la Défense McNamara, du JCS, c'est-à-dire le comité des chefs d'état-major, et pour le président Johnson, la preuve du pistolet encore fumant servant à justifier les frappes aériennes sur le Nord-Vietnam. Alors, à 7h, heure du golfe du Tonkin, minuit, heure de Greenwich, le 5 août, CINCPAC reçut l'ordre d'exécuter un raid de représailles avec le nom de code Perth Harrow, flèche perçante. À 10h30, heure du golfe du Tonkin, 3h30, heure de Greenwich, une frappe navale par avion depuis le Ticonderoga fut lancée. En début d'après-midi, ils frappèrent plusieurs cibles au Nord-Vietnam, incluant la plupart des installations navales. En résumé, voici comment a débuté la guerre du Vietnam. Contrairement à ce qu'a dit Penseur Sauvage, le problème n'est pas vraiment que la déclaration de guerre a précédé les incidents du golfe du Tonkin. Le véritable problème, c'est que, premièrement, le 2 août, dans le golfe du Tonkin, ce sont bien les Américains qui ont tiré les premiers, et que le 4 août, il ne s'est strictement rien passé. La guerre du Vietnam a commencé sur un double mensonge. C'est vraiment du niveau de la fiole de Colin Powell. Et pour changer un peu du Vietnam, la prochaine vidéo sera sur le coup d'état de la CIA au Brésil en 1964.
Une fois de plus, l'attitude gouvernementale confirme l'angoisse que nous ressentons à juste titre. Car si on nous révèle les horreurs d'hier, quelles sont celles qu'on nous cache aujourd'hui? Quand nos gouvernants se retournent contre nous, à qui faire appel? À la police? À la justice? Au fusil rangé dans le placard? Ou au courage d'un homme qui se bat, armé seulement de la vérité? À vous croire, un critère de sélection pour être président de la République, faudrait être un bonnet qui croit que la CIA, ça n'existe que dans les films. Est-ce que l'action de la CIA s'arrête aux frontières de la France comme le nuage de Tchernobyl? Voilà ce que vous devriez poser. Ouais, Les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!